Ok, c'est parti. Est-ce que tout le monde voit ça? Non? Oui. C'est un peu trop tard. Vous aurez un résumé, une vidéo. Voilà. Alors par contre, 2 secondes. De quoi t'as besoin? Dis-moi. Il y a des parties cruciales, il y a le câble à la batterie. C'est bon. On installe. Bonjour et merci d'être venu. Je prends un place derrière parce qu'il n'est pas prêt. Je pourrais le huer pour que ce sera à son tour. Alors là, on va pas faire du code, plutôt faire des codes, on verra ensemble. Je vais vous présenter comment on va pouvoir hacker une application. C'est-à-dire, dans tous les sens du terme, comment pouvoir la récupérer, aller fouiller dedans, récupérer des ressources, du code, à peu près tout. On va voir aussi comment ces outils qui nous permettent de hacker peuvent nous permettre de faire d'autres choses en tant que développeur. Donc je me présente, je m'appelle Sylvain Galland, je suis ingénieur à Génie Mobile et j'ai déjà fait cette présentation 2 fois. Qui l'a déjà vu? Ah, des mecs de Génie Mobile, très bien. C'est mon fan club, applaudissez. Est-ce que tu as des petites questions que tu vas poser en live pour que je puisse distribuer des cadeaux? Ouais, on peut faire ça, ouais. Ah, ça me plaît. Moi j'ai une question, juste par rapport à Génie Mobile. C'est possible? Génie Mobile par Alors, rapport... pas de cadeau là-dessus. Ouais, non. Génie Mobile par rapport à, en gros, les... Ouais, par rapport à... Alors Android n'existe plus, ça s'appelle Genymotion. Voilà. Est-ce que c'est un rachat ou est-ce que c'est toujours vous? Il y avait une sorte de... Non, c'est une entité de Génie Mobile qui travaille sur Genymotion. On devait vous en faire une petite présentation là, mais Yann n'étant pas prêt, donc on reporte. Voilà. Faut bien sur le prochain week-end du Mayal. On va commencer du côté obscur de la force, c'est-à-dire c'est nous les méchants, et on va essayer de voir comment on peut récupérer une application, aller fouiller dedans et tout. C'est assez sympa, et on part directement sur de la démo. J'espère que vous voyez tous le terminal, et vous aimez bien voir des terminals, parce qu'on va voir que ça. Préparez-vous. Donc là, j'ai mon téléphone qui est branché. Donc je peux le repérer. Alors, par contre, j'ai un autre truc qui est lancé. Dessus. Là, je suis sur moto, je ne le ferai jamais. Yes. Voilà. Donc j'ai mon téléphone qui est là, qui est branché. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais on peut exécuter des commandes sur un téléphone depuis un ordinateur. Ça s'appelle ADB Shell. Notamment, il y a une commande qui s'appelle PM qui permet de lister les packages qui sont présents sur une application. Voilà, donc ça, c'est tous les packages qui sont sur mon téléphone que j'ai installé via mon arcade, je laisse coller. Il y a un deuxième. Tout le monde m'entend? Il y a plusieurs paramètres, c'est qu'on va pouvoir mettre un petit tiret 3 pour avoir que les third party apps et un tiret F qui va nous permettre d'avoir le chemin complet vers l'APK. Donc par exemple, si je vois AdBlock qui est là, j'ai le chemin directement sur mon mobile qui est... Pour ça, je peux le récupérer en faisant un ADB full. Je passe. Voilà. Donc là, j'ai récupéré mon APK. C'est-à-dire que si quelqu'un a téléchargé votre application et qu'il l'a payé son market, il faut à peu près autant de temps que moi pour le récupérer et ensuite le diffuser où il veut. Autant vous dire que c'est quand même assez simple. Il faut que le device soit booté.
Ah non, il ne faut pas que le device soit roté. Il faut juste avoir activé les options de développement. Tout ce que je vais faire, ce sera sans... J'ai failli te faire un cadeau. Ah non, il n'y a pas besoin de route. Il n'y a pas besoin de route pour faire ça en tout cas. Donc ça c'est bien, j'ai mon APK. Je vais le mettre dans un dossier hack. Voilà. Donc, première question. Qui sait ce qu'est un APK? Ah, c'est facile, hein. Franchement c'est facile. Allez, des cadeaux. Je sais pas, c'est des questions pour du beurre celle-là. Ouais, non, elle est en deux étapes. Elle est en deux étapes. Ah, deuxième étape. Je vais une réponse claire. Ah. Alors vas-y, exprimez-vous. D'accord, ça c'est bon, mais qu'est-ce que c'est en fait comme... C'est le Windows qui contient toute l'application. C'est un fichier zip avec... C'est un fichier zip, ouais. Fichier zip. Oui, on peut gagner un cadeau quand même, c'était effectivement... Alors c'est un simple fichier zip, donc on va le dézipper. Et donc là j'ai dézippé et j'ai récupéré du coup plein de trucs. Ce qui est plutôt sympa. Et notamment on voit qu'on a le manifeste, on a des informations, on a des binaires, on a le class.dex. Qui sait ce que c'est que le class.dex? C'est code compilé, bravo. C'est David qui exécute, bravo. C'est la collection. Ah, c'est chaud là. Pour mon ami, Donc là, on peut déjà aller récupérer les ressources, c'est-à-dire toutes les images. Tout sera là. Vous allez juste aller récupérer si vous voulez les récupérer. Vous connaissez Claire? Ouais. Donc je suis un peu fatigué, donc c'est Claire qui va distribuer les cadeaux. Il y en a un beau t-shirt Microsoft. On peut faire un coup. Pas de problème. Donc on va regarder l'Android manifeste. Et là, ça marche pas. On n'a pas trop d'informations. Parce que quand même, il y a des choses qui sont compilées et que même si vous découpez juste le truc, vous n'aurez pas toutes les informations qu'il vous faut. Notamment le DEX, ça, vous n'allez pas réussir à l'ouvrir comme ça. Bon, ça c'est bien. Par contre, j'ai pas dézippé au bon endroit, donc j'ai plein de trucs. Donc voilà. Alors on a des outils sur assez facilement trouvables, notamment APK Tool, qui permet en fait de reverse engineer votre package et d'avoir un petit peu plus d'informations. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Decrypt. Donc, normalement quand je me trompe je bois une bière, mais j'ai pas assez de bière. Donc là on va avoir un peu plus d'informations sur l'application, notamment on va voir tout son manifeste. Donc on pourra en tirer les informations qu'on veut. Et on va avoir du code, mais c'est du Smally. Qui connaît le Smally? Et qui sait ce que ça veut dire Smally? Exactement, c'est le code assembleur qui est... Et qui sait d'où vient le nom Smally? L'origine du mot. Alors, en fait, c'est que Dalvik, c'est un petit village de pêcheurs en Islande à la base. Et en fait, Smally et Backsmally, c'est assembleur des assembleurs en islandais, tout simplement. Et donc là-dedans, on va avoir du code. Alors, on va aller regarder, mais ça va pas trop nous plaire, parce que c'est pas franchement lisible, ça reste quand même de espèce d'assembleur. Si je regarde le data pour Smally. Donc là, on a du code, mais on va pas trop savoir quoi en faire. Mais bon, on a déjà du code qui, si on passe un peu de temps, on pourrait trouver des choses intéressantes dedans. Alors, on va revenir un peu en arrière, beaucoup en arrière. Et on va retourner voir notre super petit fichier qu'on a dézippé. Qu'on a dézippé ici. Et je ne sais plus où est le class.dex. Ah si, il est au-dessus. Donc là, je vais faire un petit truc qui s'appelle text2jar, qui va me permettre depuis le point dex de récupérer un point jar. Donc, on lui passe juste le point dex, il va se débrouiller pour faire un point jar.
Et là, c'est bien parce que dans le monde du jar, on est dans le monde du Java, et dans le monde du Java, il y a plein d'outils pour transformer du jar en du Java. Notamment, moi j'en utilise un, mais c'est pas le meilleur, surtout les vieux et gratuits. Mais bon, il marche assez bien. Donc là, je pense qu'on va moins bien voir. Mais là, par exemple, si je reprends, je vais dans le code d'Adblock, je vais dans le code d'Android, je prends en préférence. Et là, j'ai du code Java qui est déjà lisible, compréhensible. Par contre, le code n'est pas complet, parce que j'ai fait exactement cette manip cette semaine, justement, parce que j'avais besoin d'un truc. Et il y a des bouts de code qui sautent, non? Oui, tout à fait. C'est normal. Si le code est offusqué, on verra dans une deuxième partie. Là, par exemple, c'est une partie du code qu'il n'a pas réussi à décompiler. C'est le get user proxy. Mais cette présentation, à la base, je l'ai faite en disant, là, j'avais que 30 minutes, donc j'évite de trop en parler. À la base, c'était l'idée, c'est Adblock qui fait quelque chose qui n'est pas permis sur Android, c'est se setter lui-même en tant que proxy. C'est comme ça qu'il arrive à récupérer tous les flux réseau et à les couper, ceux qui viennent diriger le pub et tout ça. L'idée, c'est de savoir comment lui faisait ça, alors qu'en Android, on ne peut pas. L'idée, c'était d'aller voir dans le code. Donc, en fait, ça se trouve dans ce fichier-là, proxy settings. Dans set connection proxy, là, en fait, on set son proxy, mais là, effectivement, ces outils-là marchent pas tout le temps. Mais ça dépend des compilateurs, ça dépend de plein de choses, qui fait que avec certains, ça va marcher, avec d'autres, ça va pas marcher. On n'aura pas exactement le code Java complet pour reconstruire le truc. Par contre, on aura assez d'informations pour ensuite aller voir dans le SMALI et de récupérer les infos qu'on veut dans le SMALI. Par exemple, là, on a un truc qui s'appelle Set Connection Proxy, qui est dans le Proxy Settings. Bah, je peux très bien aller voir dans le SMALI ce qui se passe. Alors, Proxy. Bon, le SMALI, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus lisible, mais en passant un peu de temps, on arrive quand même à retrouver ce qu'on cherche. C'est un proxy. Set connection proxy. Donc là, je vois qu'il prend 4 paramètres, contexte, host, port et une liste exclude. On a les types dans Java qui sont là. Là, il faut connaître les types Java sous format natif. Ça se lit, et si on descend, en fait, on va voir qu'il récupère des choses de la classe Connectivity Manager, qui est une classe du framework, mais il les récupère en réflexion. En fait, en regardant un petit peu plus loin, on va voir qu'on a une méthode set proxy qui n'est pas protégée et qu'il appelle en réflexion. Voilà. Il fait un set HTTP sur proxy properties. Donc bref, même si on n'a pas le code, on peut quand même aller fouiller dedans. Et là, par exemple, bon là, il y avait plus simple pour récupérer ce code-là. Est-ce que quelqu'un sait comment? Yann? Il open source. Ça aurait été plus simple d'aller voir directement le code. Mais en fait, si on prend votre application, imaginez que vous avez un algorithme qui tue, ou vous utilisez, vous utilisez une clé publique avec vos API et quelqu'un veut les clés dans vos API, il faut très bien prendre le code de votre application, aller voir comment vous faites et réutiliser vos API derrière sans problème. C'est-à-dire que tout ce que vous faites en Java, normalement, si vous ne vous protégez pas, tout le monde peut en profiter. Voilà. Donc ce qu'on a vu, c'est que c'était assez simple. Très simplement, il suffit juste d'installer le SDK. Tout ça, je l'ai fait sans Z-root, de récupérer des APK, de récupérer quelques ressources qui sont dedans. Avec APK2, on commence à avoir plus d'informations. Après, si vous commencez à avoir des VSUJAR ou du Java des compilers, il y en a qui sont payants, hein, c'est des trucs, il y a du business derrière, qui lui permettent de retrouver carrément le code Java, plus ou moins bien, mais quand même du code Java. Bon, comment est-ce que nous, en tant que développeurs, on va pouvoir se protéger contre ça? Je l'ai entendu tout à l'heure, en fait, ça va surtout être avec l'obfuscation. Il y a plusieurs choses. Il y a le forward locking qui va permettre que votre APK ne sera pas directement récupérable comme je l'ai fait. Mais si quelqu'un est root, et c'est assez facile d'être root sur Android, il va quand même pouvoir le récupérer assez facilement. Et donc surtout, ce qu'on va utiliser, c'est ProGuard. ProGuard, ce qui est génial, qui va faire l'obfuscation. Donc en fait, la grosse qualité du code source, c'est sa lisibilité. Si vous avez un code source qui n'est pas lisible, si quelqu'un d'autre vient travailler dessus derrière, il ne va rien comprendre et le code vaut zéro. Ben là, c'est ce qu'on fait, en fait, volontairement, on va le rendre illisible. Que si quelqu'un essaye de fouiller dedans,
bah, il ne comprendra rien. Bon, regarde, au passage, ça fait de l'optimisation, c'est sympa. Là, il y a d'autres techniques un peu plus high level, c'est-à-dire encrypter votre texte et le décrypter à la volée, ou modifier APT comme ça, APK tout ne marche pas, ou mettre de la logique sur le serveur pour récupérer, que je ne vous conseillerais pas. Parce que ça fera que compliquer un peu, enfin compliquer vos process ou l'expérience utilisateur. On va faire une démo de ProGuard. Qui a déjà utilisé ProGuard? Très bien. Est-ce que c'est compliqué à utiliser? Non. C'est pas très compliqué à utiliser. Donc là, j'ai pris une application qui est dans le SDK, hein, oui, c'est une démo. Je vais la compiler. Je vais la compiler, je vais la décompiler et aller voir mon code source, qui va être assez simple à voir. Et ensuite, je vais la compiler cette fois-ci en utilisant ProGuard et aller voir si vraiment ça a protégé quelque chose. C'est un peu question. Donc là, si je regarde mon code source, globalement, mon petit Jetboy, qui est une petite fusée qui fait des trucs, je vais retrouver des trucs qui s'appellent Explosion, Jetboy View, enfin, j'ai retrouvé en fait, du coup, tout le naming que moi j'ai dans mon code, et si je vais fouiller dedans ou si je le repasse en Java, je vais pouvoir récupérer du code qui se ressemble à peu près, et du coup, quelqu'un pourrait très bien récupérer votre code, changer 2-3 éléments graphiques, le publier derrière sans trop de problème. Maintenant, on va essayer de... Maintenant, on va activer ProGuard. Alors, activer ProGuard, c'est assez simple. Déjà, je vais dans ProGuard Project, qui est un fichier qui est normalement dans tous vos projets Android. Je lis la première ligne, il me dit pour aller activer ProGuard, il faut aller au-delà, dans Project Properties. Très bien. Je vais dans Project Properties. Et là, il me dit pour activer ProGuard, il suffit d'enlever ça. Donc là, j'enlève ça. Donc là, j'ai enlevé un caractère. Pour 2, et j'aurais pu en enlever qu'un. Donc là, je vais recompiler mon application. En changeant un caractère, je vais avoir de l'obfuscation, de l'optimisation, et à peu près, c'est déjà pas mal. Alors, c'est pas aussi simple parce que ProGuard, comme il va changer le nom de toutes vos classes, toutes vos méthodes, vous pouvez avoir des problèmes, surtout si vous faites de la réflexion. Dans ce cas-là, il y aura un boulot quand même à vous de faire. Pour le configurer, pour lui dire telle classe, tu changes pas son nom, tel truc, tu changes pas son nom. Ouais. J'ai une petite question. J'ai l'impression que tu as un peu triché parce que tout à l'heure tu as compilé en debug et là tu as compilé en release. Alors je l'ai compilé en release parce que si je la compile en debug, il va pas mettre ProGuard. D'accord. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que juste pour la démo, ne pas avoir compilé aussi tout d'abord en debug, en release, pour qu'on voit vraiment la différence? Parce que je me suis trompé. Ça mérite un petit bière. Non, ça change rien, juste j'ai mis en release parce que c'est un petit ProGuard, si vous avez du code offusqué quand vous débuguez, c'est un peu chiant. En version release, là, c'est signé quand même ou pas? Non, c'est pas signé en version release. Mais ça change rien, la signature c'est juste un fichier que vous mettez dans l'APK. Ouais, je sais, parce que je faut faire ça aussi, mais c'est quoi la différence entre le release et le debug là? Release, il passe pas par les mêmes chemins, il va pas faire les mêmes choses, il va faire de l'optimisation, il va pas mettre votre truc de debug qui vous permet de faire du BAPA, enfin ce genre de choses. Ça va être plus petit, ça va être plus optimisé, ça va faire du ProGuard, ça va pas signer, parce que pour signer il faut des vraies clés, il va pas compiler avec. Est-ce que vous utilisez des clés de debug qui sont sur les machines et généralement qui dépendent que de votre machine? Juste pour information, tu peux aussi récupérer dans ton code pour savoir si tu compiles en debug ou en release pour mettre par exemple des debugs de log différents. Oui, il y a le flag bulkconfig.debug par exemple qui change justement le type de compilation. Donc là voilà, j'ai des classes qui s'appellent ABCDEFGHI. À partir de là, le mec qui veut aller fouiller dans votre code, il est bien emmerdé.
Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y arriver, parce qu'il suffit d'avoir un peu de temps, de s'y connaître un petit peu, d'avoir un peu de ressources, et il y arrivera. Par contre, ça va enlever à peu près 99% des scripts qui disent, ou des petits mecs qui veulent publier votre truc. Quand ils vont voir ça, ils vont être découragés, ils vont faire c'est pas grave, je vais pirater notre appli, ou je vais m'amuser à faire autre chose d'intéressant. Donc voilà, le programme, c'est un caractère à modifier dans un fichier. Ça vous permet, quand vous relisez vos applications, d'avoir des trucs qui sont un peu plus safe. Ça pose des problèmes aussi, parce que si par exemple un client vous envoie une stack trace, ça va vouloir rien dire. Par contre, ProGuard, il génère des fichiers qui vous permettent de retrouver quel truc quel est exactement la stack trace. Bon, ça vous impose à vous, ça vous encombre votre process il faut garder ces fichiers, savoir qu'on les relise, retrouver les trucs. Mais ça vous protège aussi. Donc, après, ça dépend un peu de voir. Tout le monde n'a pas besoin de protéger son code. Ça dépend de ce que vous faites. Donc voilà ce que je disais. Il faut une bonne raison pour pouvoir protéger son code, à mon avis. Ça ne doit pas être systématique. Faites-le parce que ça ne coûte pas grand-chose, mais ça va compliquer un peu vos process de développement. Et rappelez-vous toujours qu'un mec un peu motivé, quoi qu'il arrive, il arrivera à vous emmerder. Alors comment ça peut vous aider? Comment les outils que je vous ai montrés vont pouvoir vous aider, vous, dans votre développement quotidien? Et bien, pour plusieurs choses, c'est déjà voir si vous codez le jour. C'est-à-dire que vous faites un APK, vous testez, il rebug comme d'habitude. J'ai eu des problèmes sur des systèmes de bulles qui étaient un peu bizarres, donc je suis allé vérifier, comme ça en décomplant, enfin, ah bah non, c'est pas mon code, il n'a pas pris, j'ai tout vérifié. Ça me permet de vérifier l'obfuscation, c'est assez simple, hein, au cas où, pour être sûr que ça va bien passer. Ça m'a permis de trouver des problèmes de bulles aussi, dans le même genre où il incluait les mauvaises choses et donc il suffisait de les IP, à les vérifier dans vos APK. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces outils pour vous aider dans vos développements si vous en avez besoin. Un autre aspect, c'est que ça peut vous aider aussi à explorer les frameworks constructeurs. Qui ont beaucoup de classes en plus, beaucoup de services, beaucoup de choses qui ne sont pas ouvertes à nous, développeurs, mais que si ça vous intéresse d'aller voir Samsung, comment ils font pour faire ça comment ils font. En fait, on peut décompiler des frameworks entiers de la même façon qu'on a décompilé une application. Ça m'a permis de débugger mon appli sur certains devices, sur des trucs un peu particuliers. Et chez un constructeur, ça plantait à un endroit où je ne savais pas pourquoi. Et je suis allé voir parce que lui, il faut initialiser un autre truc avant, parce que j'ai pas le droit de faire ça. Donc, ça permet d'aller voir pourquoi dans le code du constructeur vous avez un problème. Alors c'est un cas assez rare. Généralement, le problème c'est de votre côté. Mais bon, on a certains constructeurs qui sont assez intrusifs. C'est pas illégal, justement, d'aller analyser le code de quelqu'un d'autre? Parce que finalement, si tu désassembles le code, par exemple, de Samsung, tu es contre leur ULA, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas trop. Alors, ils sont... C'est évidemment une question intéressante. Alors, il me semble qu'aux États-Unis c'est vraiment interdit et tout, mais bon, en France, il me semble qu'il n'y a pas de loi contre ça. Si tu fais pas des exploits derrière, tu vas juste découvrir que il y a une API qui permet de faire ça, je l'utilise. D'accord. Après, je peux à partir du moment où tu décompilé, finalement, tu n'as pas d'exécution, donc personne ne pourra savoir que tu as fait. Ah bah si tu le fais chez toi, non, c'est sûr que là, tu peux le faire tranquille, vérifier qu'ils ont ça. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de faire. Est-ce qu'il y a moyen, en fait, de mettre un stop sur ton téléphone pour en fait débugger à distance via, je sais pas, par exemple, Eclipse, des choses comme ça. Tu vois, par exemple, tu mets dans Eclipse, on va dire un truc de GDB. Enfin, sur ton téléphone, tu mets un stop GDB, c'est-à-dire une sorte de process qui est lancé en page de compte. Et toi, de ton Eclipse, tu lui dis va interroger mon téléphone. C'est possible comme ça. Depuis Eclipse? Ouais. Je sais pas. Oui, ça marche. D'accord. Oui, c'est bien. Vous avez vu des cadeaux? Tu veux débugger ton téléphone à partir d'Eclipse? Ouais, c'est possible. Pareil que tu fais avec l'émulateur. C'est plus rapide en fait que l'émulateur. Je peux poser une question? On n'a pas encore plus rapide et on va vous le montrer tout à l'heure. D'accord. En fait, c'est juste par rapport aux applications qui sont mises sur le store, est-ce qu'ils sont encryptés ou bien on peut les télécharger sans passer par le téléphone? Je sais pas si on peut passer en dehors du téléphone. On peut, avec Chrome, il y a une
Une petite extension, et on peut télécharger, mais ça marche pas toujours. Hein. Ouais, Les applications ne sont pas cryptées dans le browser. Non, de toute façon, si ton téléphone va les exécuter, il faut que qu'elles ne soient pas cryptées ou qu'il sache les décrypter. Et si lui sait les décrypter, toi tu sais les décrypter. Question, si la partie sensible de mon application, je décide de la coder en C, et que du coup j'utilise JNI et que je vais m'occuper de .so, est-ce que je rajoute de la sécurité ou le .so aussi? C'est un peu plus compliqué, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ça va être moins compliqué, comme ça je peux faire en C. Ouais, non, en C, ce sera moins facile d'aller voir ce qu'il y a dedans, mais ce sera toujours quand même un peu possible. Beaucoup moins simple qu'en Java, où le code est quasiment en open source. On n'arrivera pas à un tel niveau. On pourra toujours reverse engineer ta librairie, en voyant ses points d'entrée GNI, comment elle marche, l'utiliser sans même savoir ce qu'il y a dedans. Le code sera plus protégé, enfin, moins visible. Donc c'est un business, hein, la décompilation, il y a des sites qui se montent, c'est plus de 1000 € par mois, enfin, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Alors officiellement c'est pour analyser vos propres APK. Bref, protégez votre code si c'est nécessaire. C'est les outils que je vous ai présentés, utilisez-les si ça peut vous aider. N'hésitez pas à aller voir dans les autres frameworks, illégaux ou pas, on verra plus tard. Et surtout, n'embêtez pas les hackers à rajouter du code sur vos serveurs et tout, si ça embête vos utilisateurs. Voilà, c'est ma conclusion. Bravo. Je pense que les questions, c'est bon. Ouais, je pense que les questions c'est bon. Sinon, vous pouvez venir me voir après. Merci beaucoup. Il y a une question là. Une remarque. Dernière question, remarque. Tu as parlé des décompilateurs commerciaux et tout ça, mais pas des solutions. Il y a aussi des solutions d'obfuscation autres que ProGuard, commercial ou pas. Enfin, je pense à DexGuard. Par exemple, il y a DexGuard, qui sont les gens qui font ProGuard. ProGuard, c'est la version gratuite et open source. Et DexGuard, c'est la version spéciale Android, et qui, elle, par exemple, va aussi t'offusquer des strings dans ton texte. Parce que là, si vous mettez une string en dur, c'est-à-dire la clé d'API de votre truc, ça c'est assez simple à lire. Si vous utilisez DexGuard, une solution payante, là elle va être dispersée un peu. Je connais DexGuard, je ne connais pas trop le reste. Mais ouais, il y a des solutions payantes de toute façon. S'il y a des problèmes, il y a des gens qui vont payer des solutions. Merci. Merci beaucoup.